Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire une vidéo qui m'a été tellement demandée. Cela fait à peu près 1 an et demi que je dois la faire, mais ça y est, j'ai décidé de continuer mes vidéos sur Tokyo. Ma vidéo conseil sur comment préparer son voyage au Japon a été plutôt appréciée, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Cette fois, j'ai décidé de vous parler plus particulièrement de Tokyo et des choses à faire à Tokyo, ce que je conseille et ce que je préfère surtout faire lorsque j'y suis, en vous proposant un petit état des lieux de ce que je pense de chaque quartier. Bien évidemment, je ne remplace pas un guide touristique. Je présente uniquement mon avis sur le quartier, sur ce que j'aime y faire, sur ce que j'aime y manger. C'est totalement personnel, peut-être n'aurez-vous pas la même opinion, mais voilà, je parle seulement de mon expérience et j'espère que cela vous sera utile. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Tokyo est une ville absolument immense et qui ne dort jamais. Vous pouvez aller faire votre lessive à 3 h du matin, vous pouvez aller manger à 4 h du matin. C'est absolument parfait pour les citadins. Je suis quelqu'un de très citadin, mais j'avoue que j'adore avoir ma dose de nature. Et pour cela, le Japon est top, parce qu'il mélange parfaitement modernité et tradition. Et c'est le cas également à Tokyo. J'ai donc décidé de vous parler de ce que j'aime faire à Tokyo, quartier par quartier. Ce sera plus simple et ça permettra de vous présenter un peu comment est organisé Tokyo. Donc voici une carte de Tokyo. Vous voyez un peu quels sont les gros quartiers. J'ai l'intention aujourd'hui de vous parler de, on va dire, une première moitié de quartiers qui sont les quartiers plutôt jeunes, plutôt dynamiques, donc qui se trouvent à l'ouest de Tokyo. Donc je vais vous parler de Shinjuku, Shibuya, Harajuku et Roppongi. Et je vous parlerai du reste des quartiers dans une autre vidéo pour éviter que celle-ci soit trop longue. Commençons par Shinjuku. Shinjuku est un centre d'affaires, principalement japonais, qui change complètement de tête à la tombée de la nuit et devient un lieu de détente, si on peut dire, où les host clubs sont légion, les bars d'hôtesse également, les prostituées sont généralement de sortie dans ce côté-là, et on peut éventuellement croiser des yakuza. Tout ça, bien évidemment, se situe dans un quartier bien particulier, qui est le quartier un peu chaud de Shinjuku, qui s'appelle Kabukicho. En soi, il n'y a aucun problème à aller dans ce quartier, ça reste très soft. Les yakuza ne posent aucun problème, ils restent dans leur coin et tant que vous n'embêtez personne, vous n'aurez aucun souci. C'est un quartier principalement fréquenté par les Japonais pour le coup, et j'avoue ne pas forcément apprécier plus que ça. Tout simplement parce que la nuit, ce n'est pas forcément ce que je recherche dans un quartier pour m'amuser. Les bars d'hôtesse et les host clubs ne sont vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Il y a énormément d'occidentaux et d'occidentales qui aiment ça. J'ai vu beaucoup de femmes aller dans les host clubs, mais j'avoue que moi c'est vraiment pas mon truc. C'est peut-être arrogant de dire ça, mais j'espère ne pas encore avoir à payer pour qu'un homme accepte ma personne et m'offre sa compagnie. Mais que faire, surtout en journée, à Shinjuku? Alors, tout d'abord, vous pouvez aller visiter la mairie qui est absolument énorme et qui est une réplique en gros, de Notre-Dame de Paris, la superbe cathédrale que nous avons dans notre capitale. Voilà, qui est un petit peu différente. Vous pouvez notamment monter en haut de l'observatoire qui est gratuit pour pouvoir avoir un état des lieux de la ville. Vous trouverez un même observatoire à Roppongi ou à Ikebukuro, mais bon, celui-ci est gratuit. C'est très frais lorsque vous y allez l'été, et puis vous pouvez obtenir des renseignements et des informations supplémentaires sur les visites et ce genre de choses. De manière générale, je propose plus que d'aller voir des lieux précis, de se balader vraiment tranquillement dans un quartier, parce que ça vous permet de découvrir vraiment quelle est l'âme. En fait, en me baladant dans Shinjuku, j'ai vraiment remarqué que même si a priori il s'agit uniquement d'un lieu vraiment de travail avec les gros buildings, on y découvre de petites ruelles, des petits endroits qui mènent à des temples. Vous avez notamment le Hanazono-jinga qui est vraiment très joli et qui est un bol d'air frais au milieu de tous ces buildings. Et si vous avez besoin d'un parc, allez au Shinjuku-goen qui est certes payant mais qui est énorme et dans lequel vous pouvez passer beaucoup de temps parce qu'il est très grand. Voilà, en faire le tour, il y a des petits jardins, il y a des aménagements, c'est vraiment ravissant. Attention toutefois, il ferme assez tôt. Et si l'envie vous prend, vous pouvez dériver un petit peu de Shinjuku pour aller à Shinokubo, qui est le quartier coréen de la ville, pour y déguster un excellent barbecue coréen. J'ai 2 adresses à vous conseiller dans ce quartier. Tout d'abord, le New York Bar au Park Hyatt Hotel,
qui est le célèbre hôtel que l'on retrouve dans le film Lost in Translation, qui offre vraiment un cadre superbe. L'hôtel est très beau, la vue est splendide, vous pouvez déguster un cocktail ou de superbes frites. Honnêtement, j'adore les frites du parc à l'hôtel. Tout dépend de l'heure à laquelle vous arrivez, mais vous pouvez avoir droit à un accompagnement musical d'un musicien, ce qui est bien évidemment très, très détendant et très agréable. Et le second endroit est un restaurant de shabu shabu, donc de la fondue de viande, et il s'appelle Momo, une institution. Le deuxième quartier dont je veux vous parler est Shibuya. Alors Shibuya est probablement le quartier le plus connu de Tokyo. C'est lui que l'on montre dans toutes les photos et dans tous les reportages, avec le grand carrefour où on voit tous les Japonais traverser à chaque fois. C'est principalement un lieu de shopping, de détente, de café. Vous n'allez pas forcément y trouver beaucoup de musées. Pour ma part, j'aime beaucoup Shibuya, je le connais bien. J'aime tout simplement parce que je peux m'y détendre, je peux aller faire les boutiques tranquillement. Je sais où sont les petits coins que j'aime et au final, ça a un petit côté petit village. Que faire à Shibuya? Alors tout d'abord, du shopping. Vous avez bien évidemment la grande tour 109, je vais l'appeler 109 parce que bien évidemment les Japonais ne l'appellent pas comme ça, mais pour nous ça sera plus simple, où se trouvent 8 étages de boutiques de fringues. C'est absolument phénoménal le nombre de magasins que l'on peut y trouver, sachant que chaque magasin a une musique criarde bien à elle, donc c'est un vrai capharnaüm lorsqu'on y est, mais c'est extrêmement particulier. Les produits proposés ils sont assez chers et pas forcément à mon goût personnel, mais les japonaises en sont folles. Il existe également une version masculine de cette tour, parce que la tour 109 est réservée aux femmes. La tour pour hommes se trouve un petit peu plus loin vers le métro en fait. Il existe bien évidemment d'autres grandes surfaces et grands magasins. Dans Shibuya, vous avez Tokyo Records pour tout ce qui est musique, livres, ce genre de choses. Vous avez Big Camera pour le matériel informatique. Vous avez le Loft pour ce qui est l'aménagement de la maison, les produits soins. J'y allais pas mal pour les produits soins. Si vous avez besoin de votre démaquillant de marque française, ils en ont là-bas. Vous avez également pour les fans de manga ou d'anime le magasin Mandalake qui est assez impressionnant, qui a une entrée plutôt originale et où vous pouvez vraiment trouver tout ce que vous voulez. Voilà, que vous soyez fan de manga, d'anime, de J-pop, il y a de tout. Pour rester dans le folklore, mais cette fois un petit peu plus américain, n'hésitez pas à passer au Disney Store qui est en forme de château un peu dans lequel on monte les escaliers. C'est toujours agréable de s'y trouver. Et il se trouve juste à côté du cinéma qui est particulièrement original dans sa construction. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez jeter un coup d'œil à la statue de Hachiko. Donc Hachiko, c'est la statue représentant le chien le plus connu du Japon. Hachi étant un chien qui accompagnait tous les jours son maître à la gare, et le maître étant mort, le chien a continué en fait à revenir tous les jours pour l'attendre, ce qui bien évidemment montrait une réelle loyauté et voilà, une réelle honorabilité du chien. Donc les Japonais sont fous de cette histoire et ils ont donc placé cette statue du chien à la sortie de la gare. C'est notamment un lieu de rendez-vous, donc généralement lorsque vous devez rejoindre quelqu'un, vous vous dites on se rejoint à Hachiko et c'est bon, tout le monde est là, tout le monde attend son rendez-vous, c'est assez amusant au final d'attendre là-bas. Au final, pour bien vous expliquer, lorsque vous sortez du métro, soit vous partez à droite pour la partie magasin, soit vous partez à gauche et vous remontez vers Dogenzaka qui est la partie où il y aura les clubs, les love hotels et ce genre de choses. Comme ça, vous savez ce que vous cherchez. Mais Shibuya est également un endroit où vous pouvez vous amuser, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans un karaoké. Surtout révisez bien vos kanji et vos hiragana. En ce qui concerne mes adresses préférées à Shibuya, je dois dire que j'adore tous les petits restaurants qui vendent le curry rice à peu près 800 yens. C'est tellement bon, c'est probablement un des plats que je préfère au Japon. C'est chaud, ça tient au ventre et c'est délicieux. Il y en a un petit peu partout honnêtement tant que vous êtes dans la partie shopping. Entre le gros Starbucks, vous ne pouvez pas le louper, et la tour 109, vous trouverez un excellent restaurant d'okonomiyaki juste à côté d'un magasin de fruits. Je vous conseille vraiment de le tester parce que c'est de la nourriture qui est très bonne. C'est assez constituant, mais c'est vraiment bon. Si vous ne savez pas comment faire l'okonomiyaki, la personne va vous le faire, ils sont adorables. Et après, vous apprenez tout seul à le faire et c'est parti. Et pour boire un verre, n'hésitez pas à passer par l'Insomnia, qui est un club avec un décor très rouge, très classe, qui est vraiment charmant.
pour les moins impressionnables d'entre vous, n'hésitez pas à passer au Lock Room, qui est un bar, un petit peu restaurant, dans lequel vous allez être enfermé dans comme si vous étiez un prisonnier et autres, et donc vous allez boire vos verres dans un décor de prison. Il existe aussi la version dans un décor d'hôpital. C'est assez flippant. Il y a des artistes, entre guillemets, qui sont payés pour venir voilà, jouer les médecins, vous faire un peu peur et autres. C'est assez particulier comme expérience, mais c'est à tenter. Ensuite vient le quartier de Harajuku et Aoyama. Je les mets ensemble. Harajuku est un quartier que j'adore, tout simplement parce que j'ai de vrais repères là-bas. Pour des occidentaux, Harajuku est parfait parce qu'on y retrouve des boutiques que l'on connaît, des boutiques de luxe certes, sur la grande rue, les grands Champs-Élysées japonais qui s'appellent Omotesando. Vous y retrouvez absolument toutes vos boutiques, mais en plus cher. Donc merci, du Louis Vuitton plus cher qu'en France. Mais il n'y a pas seulement cette partie très riche, il y a aussi des coins un petit peu plus bohèmes, si j'ose dire, dans lesquels vous pouvez vraiment vous balader selon vos envies et découvrir de réelles petites boutiques. C'est vraiment charmant. Vous avez des boutiques de fringues, notamment il y a énormément de jeunes couturiers, de jeunes créateurs dans Harajuku. Vous avez des boutiques de nourriture, des petits restaurants cachés, des petits bars. C'est vraiment un quartier charmant. Attention, le week-end, ça peut être très bondé de monde. Que faire à Harajuku? Principalement, vous allez faire du shopping et flâner. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a également un énorme parc à Harajuku, le Yoyogi Park, qui abrite notamment le temple Meiji, qui est un endroit que j'adore, dans lequel je me rends assez souvent. J'adore aller manger dans ce parc, ou me poser, ou prendre des photos, parce que les gens ils sont tellement calmes. Les temples japonais sont tellement agréables. Il y a toujours un bruit d'eau, et il y a de manière générale, dans ce genre de pays, il y a toujours un mélange d'éléments. Il y a de la terre, du bois, de l'eau. Si vous voulez rester dans le traditionnel, il y a 2 musées à voir à Harajuku. Le musée Ota qui présente de superbes estampes et le musée Nezu qui présente notamment un petit pavillon japonais. C'est très traditionnel, c'est très typique et c'est vraiment joli. En ce qui concerne le shopping, pour les personnes étant attirées par le luxe, ça sera sur Omotesando, la grande rue similaire à nos Champs-Élysées français, sur laquelle vous allez trouver toutes les marques de luxe. Vous y trouvez aussi également un Oriental Bazaar, qui est une boutique de vente de souvenirs. Au cas où vous n'avez pas le temps d'aller faire des souvenirs autre part, vous pouvez passer à l'Oriental Bazaar. En remontant à Omotesando, vous tombez sur la tour La Forêt, qui abrite de nombreuses pièces de créateurs. Et au final, tous les étages appartiennent à un style particulier de vêtements. Par exemple, tout au fond, vous aurez un style très gothique Lolita. Ensuite, vous aurez un style sweet Lolita. Vous aurez des pièces plus modernes. En gros, il faut fouiller. C'est extrêmement intéressant. Je suis tombée, je me souviens, oui, sur des parapluies de Jean-Paul Gaultier. À un moment, ils étaient absolument sublimes. Et ils allaient très bien avec la déco de l'ensemble. À l'opposé de cette avenue, vous trouverez le quartier de Aoyama, qui est un quartier plutôt d'affaires et de résidence. De nombreuses célébrités y habitent parce que c'est à peu près proche de tous, pas trop loin de Shibuya, et c'est très calme. Vous y trouverez également pas mal de petits clubs, de bars plutôt branchés. Pour le coup, là c'est vraiment le coin bobo à souhait. C'est plutôt beaucoup cher. Et je vous conseille éventuellement, si cela ne vous dérange pas trop, après c'est selon vos pensées et vos envies, de jeter un coup d'œil éventuellement sur le cimetière de Aoyama, qui est extrêmement grand et qui est très détendant et très agréable. En France, je trouve ça plus dur d'aller dans les cimetières. Je m'y sens mal parce que forcément j'ai de mauvais souvenirs, mais je trouve que l'ambiance dans les cimetières japonais est beaucoup plus relaxante. Et tant que vous y allez avec respect, je pense que voilà, c'est éventuellement à ne pas négliger. Dans le quartier même de Harajuku, vous trouverez donc plein de petites boutiques. Au final, c'est très similaire au Marais à Paris. Plein de boutiques assez chics qui vendent des pièces beaucoup plus chères que ce qu'elles valent réellement. Des gens très relax, des petites terrasses éventuellement. Je suis tombée une fois sur la Design Fiesta Gallery qui présente en fait, c'est assez dingue hein, comme endroit, je vous mettrai des photos de toute manière, qui présente beaucoup d'œuvres d'art
dans un univers au final du quotidien. Il y a des pans où des dessins de manga sont dessinés. Les artistes ont en gros dessiné et créé des œuvres d'art dans ce bâtiment et dans son jardin, nous faisant suivre en quelque sorte un chemin, ce qui est extrêmement original et vraiment, vraiment attirant. Et finalement, le point clé de Harajuku est la Takeshita-dori, qui est ouais, on va dire la grande rue commerçante de Harajuku, dans laquelle il faut se rendre le plus tôt possible parce que énormément de monde vient et surtout les week-ends, vous allez être ensevelis sous le monde. N'hésitez pas à venir le dimanche si vous êtes fan de cosplayers ou vous voulez voir des gens déguisés, parce que souvent ils sont dans cette rue et sur le pont qui mène au parc Yoyogi. Dans cette rue, vous allez y trouver quoi? Beaucoup de boutiques, de petits magasins de fringues pour filles, beaucoup d'endroits de vente de posters de boys band, ce genre de choses. C'est très très jeune comme endroit, mais il y a une telle ambiance et une telle vie que je ne peux vraiment que conseiller. Maintenant, quelles sont les adresses que je conseille dans ce quartier? Tout d'abord, dans la Takeshita-dori, il y a Sweet Paradise. Alors Sweet Paradise, c'est un restaurant où vous mangez à volonté pour, je ne sais même plus, peut-être pour 20 euros. Pendant 1h30, vous avez le droit de manger à volonté tout ce qu'il y a. Il y a des gâteaux, des fontaines de chocolat, des udon, des pâtes, des sandwichs, des pommes de terre. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire si vous avez décidé de manger un seul repas dans la journée. Allez-y le ventre vide et je peux vous dire que vous allez adorer. Moi j'adore particulièrement leur udon froide en été, c'est un vrai délice. Dans la même rue, vous trouverez le Kyushu Jangara Ramen, qui est un restaurant très connu de ramen, donc de pâtes de sarrasin très, très fines, qui propose voilà, des mets plutôt bons, à la manière des ramen de Kyushu, qui est donc la quatrième île qui constitue le Japon. Faites attention à sa popularité et donc à l'heure à laquelle vous arrivez parce que vous allez avoir du monde. Troisième adresse dans cette rue, dans le même style que Sweet Paradise et d'ailleurs pas très loin, c'est au bout de la rue, quasiment à la fin, vous trouverez le restaurant Tabasa qui propose à nouveau un buffet à volonté, mais alors là c'est vraiment l'orgie. Pareil, vous avez une limite de temps, mais vous prenez tout ce que vous voulez. C'est délicieux. C'est vraiment pour le coup pour se remplir la panse parce que vous n'aurez pas forcément trop de nourriture japonaise, mais lorsque vous avez envie de nourriture occidentale, c'est dans ce genre de restaurant qu'il faut aller. Ensuite, un autre restaurant juste à côté du Design Fiesta Gallery, vous avez un petit restaurant d'okonomiyaki, le Sakura Tei, qui propose des okonomiyaki pas très chers et dans un cadre pour le coup plutôt original parce que vous voyez toutes les œuvres d'art des artistes. Et finalement, à Aoyama, j'ai deux restaurants que j'aime particulièrement. La Trattoria Forense Santa Maria, que j'ai découvert grâce à quelqu'un. J'ai adoré. C'est un restaurant italien qui propose forcément des pâtes, mais vraiment des vraies pâtes. Vous savez, nos pâtes. Le restaurateur est adorable. J'ai pu lui parler quelques temps et j'ai vraiment, voilà, je l'ai trouvé très agréable. Il est venu vraiment tenter de nous parler en anglais ou même en italien, je ne sais même plus. Les plats sont agréables, ce n'est pas trop cher. Il ajoute tout de même un peu plus d'épices et de piments que ce à quoi les occidentaux sont habitués, mais c'est très bon. Et le dernier repas est le bar dans lequel vous pouvez manger un petit peu qui s'appelle Las Chicas. Alors ça c'est le bar que l'on pourrait vraiment trouver au Marais, c'est très bobo mais en même temps c'est classe et on prend soin de vous et c'est un petit goût d'Occident qui n'est pas pour déplaire. Et finalement je vais vous parler de Roppongi qui est un quartier dans lequel j'ai habité qui présente des avantages et des inconvénients. Ce quartier réunit majoritairement les étrangers et plutôt les personnes aisées, donc au niveau sécurité ça ne craint pas trop, mais il présente également la particularité le soir d'être un lieu vraiment de vie nocturne. Donc voilà, c'est le mélange à faire la journée, vie nocturne la nuit, sachant que c'est tout de même un endroit plutôt réservé aux étrangers, mais dans lequel énormément de Japonais se rendent. Moi j'adore Roppongi, après je suis forcément biaisée parce que voilà, parce que je me revois tous les jours sortir, tous les jours aller à la Mori Tower et tous les soirs sortir dans mes endroits préférés. Donc forcément je suis biaisée. Mais moi c'est un endroit qui me plaît, je n'ai jamais eu le moindre souci de sécurité. Alors certes, vous êtes abordé le soir. Alors là on a l'impression de se retrouver un petit peu en Europe pour le coup.
Mais j'avoue avoir eu la chance d'être avec quelqu'un qui connaissait bien les personnes qui vous abordent et pour le coup, cette personne leur a dit de se taire et on m'a laissé tranquille au bout d'un moment. Donc ça c'est agréable, mais pour les gens qui n'ont pas de passe-droit, ça doit être extrêmement chiant de tout le temps se faire aborder. Les filles, on leur parle, mais alors les hommes, mes pauvres, j'imagine même pas ce que vous devez vivre à Roppongi parce que clairement, vous avez des rabatteurs qui sont, voilà, qui sont payés pour faire venir le plus d'hommes principalement, parce que les filles en général ont des entrées gratuites, le plus d'hommes dans leur bar en promettant des bouteilles, des filles, machin. C'est voilà. C'est pas le quartier le plus classe la nuit, parce que la journée c'est très classe, il y a les... Que fait-on à Roppongi? Alors il n'y a guère d'activité lorsque l'on est au niveau du carrefour dans Roppongi, parce que c'est là où il y a tous les bars, tous les clubs, tous les restaurants. Dans la journée, il n'y a rien à y faire. C'est principalement actif la nuit. Mais il faut vous éloigner un petit peu pour rester dans une autre partie de Roppongi pour avoir des activités. Et là, vous allez en trouver plein. Si vous allez au niveau de la Molly Tower, qui est tellement grande que vous la verrez forcément de n'importe où vous êtes dans le quartier, sachez qu'il y a un cinéma, des magasins, un très joli musée d'art contemporain au sommet. Je vous le conseille vraiment. Il y a toujours des expositions qui changent assez fréquemment et qui sont très originales. Quand j'y suis allée la dernière fois, je me souviens qu'il y avait une exposition sur la... Je crois que c'était au final sur la contraception, ou plutôt la maternité, la femme, la contraception. Enfin, c'était vraiment toutes ces problématiques de femmes et, voilà, et de sa capacité à être mère. C'était très très intéressant. Au pied de la tour, vous avez un superbe petit jardin qui est très zen, mais qui, attention, est pris d'assaut par les familles le dimanche. N'hésitez pas à aller saluer maman, qui est l'araignée qui peut surprendre lorsqu'on arrive dans la Molly Tower, voilà, qui vous accueille dans cet endroit, qui a d'ailleurs été construite par une artiste française. Vous pouvez également visiter les studios de la TV Asahi, qui est presque aussi connu que la NHK. Mais de manière générale, moi je ne conseille pas trop de visiter les studios de télé. Je précise que tout ce complexe, parce qu'au final c'est un grand complexe, hein, où on trouve tout ça, s'appelle le Roppongi Hills. C'est vraiment donc les collines de Roppongi, quoi. Voilà, tout est réuni. Et un petit peu au nord de Roppongi Hills, vous avez notamment le Roppongi Midtown, où vous avez d'autres musées d'art moderne. Si on prend le chemin inverse, on peut aller vers Akasaka, qui est un quartier d'affaires dans lequel il n'y a pas énormément à voir, mais où on peut trouver pas mal de restaurants. Continuant par ce quartier, on tombe notamment sur la Diète, qui est le Parlement japonais. J'ai tenté de la visiter une fois, mais on m'a dit que je n'avais pas le droit parce que je ne parlais pas suffisamment bien japonais, ce que j'ai beaucoup apprécié. Mais bon. Et finalement, si l'on reprend ce carrefour, mais qu'on va vers le sud, on tombe dans le quartier de Hasabu, qui est un lieu que j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de petits restaurants, notamment étrangers, et on retrouve notamment tout le quartier des ambassades. Et on tombe inévitablement sur la Tokyo Tower, qui est une sorte de tour Eiffel, au final, en un petit peu plus grande. À vous de voir si vous voulez y monter. Vous pouvez avoir un joli point de vue, notamment au moment du coucher du soleil. C'est clairement à ce moment-là que je vous le conseille, parce que vous aurez toutes les différentes étapes et les différentes lumières. Hein. J'avoue être très partiale à l'égard de la Tokyo Tower parce que lorsque je rentrais le soir chez moi pour aller me coucher, je voyais toujours cette tour. Et à côté de la Tokyo Tower, vous avez tout un complexe de temples, notamment le Zojoji, dans lequel voilà, vous pouvez vous balader tranquillement et vous poser. Maintenant, quelles sont les adresses que je recommande à Roppongi? Tout d'abord, pour les petites fringales, je recommande d'aller à Roppongi Hills. Il y a un bar à mozzarella que j'adore parce que je ne vous raconte pas à quel point vous aurez envie de fromage lorsque vous serez au Japon. Et il y a la boulangerie Robuchon de Robuchon, hein, le nôtre, qui fait un bien fou. Il y a des vrais pains au chocolat et des vrais croissants. Donc quand vous êtes dans une période, au bout de plusieurs semaines ou mois, je vous jure que ça vous donne, que vous avez tellement envie de pain ou voilà, de vraies viennoiseries françaises, vous craquez. Pour les restaurants, je vous en conseille deux. Tout d'abord le Gonpachi, qui est le restaurant, qui est un restaurant où pas mal de célébrités vont, d'hommes politiques notamment. On a fait tout un truc sur le fait que George Bush y a été il y a quelques années. C'est notamment là qu'a été tourné le film Kill Bill, si ça vous dit quelque chose. Donc voilà, c'est excellent, c'est de la bonne qualité, le décor est très très sympathique.
je vous le conseille. Et il existe également un second restaurant à Akasaka qui s'appelle The Sky, qui est un restaurant tournant en fait, un peu comme The View à New York, où vous mangez plutôt bien. Ce n'est pas forcément donné, mais c'est très agréable. Les desserts sont très très bons. Ah, et pour les habitués et les gens qui sortent tard ou tôt de leur boîte le matin, n'hésitez pas à vous rendre au restaurant de udon en face du McDo. C'est-à-dire que vous verrez, vous y habituerez. À Roppongi, il y a un McDo à côté de Roppongi Crossing, au croisement, au carrefour. En face du McDo, il y a un restaurant de udon. Vous m'en direz des nouvelles à 5h, 6h du matin, ça fait énormément de bien. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura intéressé et que mes petits conseils auront pu vous aider ou vous donner envie d'en découvrir un peu plus sur cette ville qu'est Tokyo. Je vous retrouve bientôt pour la suite de cette vidéo, du moins j'espère. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et au revoir. Mais ce n'est pas fini, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mes 2 précédentes vidéos que vous trouvez ici et ici, ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux que sont Instagram, Twitter. Pensez également à jeter un coup d'œil à mon blog olalachick.com et surtout n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. Au revoir.